Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous, bonsoir à Dahamrouch, bonsoir à tous nos auditeurs. Nous sommes en direct sur Radio M pour le CPP, le Café Presse Politique, avec nos invités donc Rada Hamrouch. Vous avez été les premiers à l'écouter. Bonsoir Akram Kharif, bonsoir Ihsan Qadi. Hassan Ali va nous rejoindre dans quelques petites minutes. On commence comme d'habitude par l'image marquante de la semaine. Je vous pose la question, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine, Akram? Le 11 novembre dernier, le site Alibaba.com a enregistré 25 milliards de dollars de transactions en Chine, rien qu'en Chine. Et j'ai fait un tour aujourd'hui au salon MedIT, qui était un salon très connu, très, très fréquenté. Il était complètement vide, il n'y avait rien pratiquement à l'intérieur. Et 25 milliards de dollars, c'est le quart du... Ah, c'est un bon petit quart de ce que fait rentrer l'Algérie chaque année. Du PIB algérien. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine, Ihsan Qadi? Alors, je vais essayer de prendre la tendance inverse de celle de Akram pour ne pas pousser à la sinistrose. Un événement qui nous concerne, à l'Algérien bashing, pour parler comme Abd Sharif, l'Assemblée générale que nous avons décidé pour la création du syndicat national des médias digitaux. Nous étions plus de 20 médias réunis en début de semaine, plus de 40 éditeurs représentés dans cette démarche. On espère d'ailleurs que Kasbah News va nous rejoindre dans les semaines qui viennent. Kasbah Tribune. Il faut vérifier le nom d'abord. D'accord, merci beaucoup Ihsan. Donc le combat des médias électroniques que vous avez lancé. Kasbah Tribune ne vient pas. On peut dire aux éditeurs que vous êtes l'éditeur de Kasbah Tribune. Absolument. Rada Hamrouch, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Impossible. Alors moi, c'est l'image de Saad Hariri détenu dans quelque part en Arabie Saoudite, qui n'arrive pas à rentrer chez lui et qui dit que j'arriverai dans quelques jours. Et on a le président libanais aujourd'hui qui demande à ce qu'il réintègre son pays. C'est quand même extraordinaire que personne ne trouve à redire. La communauté internationale se serait effarée pour un événement pareil s'il avait été fait par un autre président, quoi. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'il est détenu, en fait? Quand le président libanais dit il est détenu en Arabie Saoudite, moi je le crois. Et bien sûr, la crise au Liban aujourd'hui n'inquiète pas seulement la région, mais toute la communauté internationale. Nous en saurons plus ces derniers jours. Après l'image marquante de la semaine, nous passons en fait au fait marquant de la semaine, qui est un peu notre fait à nous tous, ici membres du Café Presse Politique, mais à nous tous journalistes. C'est évidemment Hadda Hazem qui est en grève de la faim depuis maintenant 3 jours. C'est son 3e jour aujourd'hui. Elle observe un sit-in devant le siège de son journal Al-Fajr à la maison de la presse Tahar Djaout. Et donc c'est son 3e jour de protestation. Elle n'a trouvé que cette méthode pour protester. Vous êtes allé la voir, Ihsan Qadi, Hadda Hazem, aujourd'hui. Oui, j'ai rendu visite tout à l'heure à Hadda. Il y a un mouvement de solidarité important autour d'elle. Elle en est à son 3e jour de grève de la faim. Je trouve qu'elle dépense beaucoup d'énergie à discuter, à argumenter avec les gens. Moi-même, j'ai fait 2 grèves de la faim. Je sais qu'au bout de 48 heures, il faut être très économe de ses efforts. Ça peut provoquer une chute de tension rapidement, d'autant qu'elle a fait une visite médicale juste avant. Nous avons fait un sujet sur Radio M sur sa visite médicale. Le médecin lui avait contre-indiqué de faire la grève de la faim. C'est une femme extrêmement courageuse qui participait au CPP, qui était parmi nous il y a pas encore longtemps. Alors, il y a peut-être un débat sur sa revendication qui est pas toujours bien comprise. Hadda Hazem affirme plus clairement aujourd'hui vouloir faire lever le monopole public sur la communication des entreprises publiques. C'est-à-dire que les entreprises publiques qui veulent acheter des espaces publicitaires sur les journaux, il ne faut plus que ça soit sous un monopole public, parce que ce monopole public est devenu une arme, c'est devenu une arme de chantage, l'ANEP. On vous donne la pub ou pas en fonction de votre alignement sur les positions officielles du pays. Et s'il y a quelque chose qui déplaît, on vous retire ça. Elle affirme qu'il y a des entreprises publiques
on peut en citer quelques-unes, Mobilis, Air Algérie, dans le secteur de l'énergie, qui sont prêtes à acheter des espaces sur son journal et sur d'autres, mais elle est blacklistée de manière arbitraire depuis quelques mois, et c'est cette mesure qu'elle veut faire lever pour la tribune, pour la Fajr, mais aussi pour toute la presse, qu'il n'y ait plus de monopole. Et je pense que c'est un combat qui mérite ce qu'elle est en train de faire, parce que j'ai entendu beaucoup de voix dire peut-être que c'est exagéré d'aller jusqu'à la grève de la faim. Cette mesure est en train de tuer Al-Fajr. Elle a réagi comme chef d'entreprise, comme journaliste, pour sauver des emplois, et elle a tout notre soutien de ce point de vue-là. D'ailleurs, il y aura samedi prochain à 11h le lancement d'un comité de soutien Hadda Hazm et Al-Fajr. Vous en pensez quoi, Akram, de cette grève de la faim? Bon, j'exprime ma solidarité la plus totale avec Hadda Hazm. Moi, j'ajouterais aussi qu'il y a des pressions sur les annonceurs privés aussi, hein, quand on sort un petit peu du cadre voulu, il y a beaucoup de pression. On le voit, il y a une crise du marché publicitaire, il y a une crise des médias. Il y a aussi un énorme besoin en communication en temps de crise pour les entreprises. Et aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de sociétés qui ont du budget publicitaire et qui n'ont plus le droit de donner à X ou Y société. Quand je dis entreprise, je ne fais plus la différence aujourd'hui, depuis quelques années, je ne fais plus la différence entre entreprise publique et entreprise privée. Parce que les grands comptes, aujourd'hui, sont malheureusement dirigés, sont malheureusement influencés, on va dire, et peuvent subir des représailles si elles donnent de la publicité là où il ne faut pas. Dans le cas du public, on peut dire à nos amis auditeurs que c'est formellement interdit. Oui, bien sûr. C'est formellement interdit. Il y a un passage obligé par l'ANEP, et donc voilà. Rada Hamrouche, que vous inspire l'arrivée de ce troisième jour de grève de la faim, ce combat de Hadda Hazm, combat légitime ou pas? Au fait, moi, je suis très solidaire du combat de tout journaliste ou éditeur qui se bat pour la survie de son média. C'est inconditionnel et non aliénable. Maintenant, le combat lui-même, il consiste en quoi? Moi, je dis que les journalistes et les éditeurs, s'ils doivent payer un prix à la liberté d'expression en Algérie, c'est justement de ne pas dépendre de ce qui vient de l'État. Et actuellement, ce qui vient de l'État, c'est l'ANEP. Voilà, la publicité ANEP. Maintenant, si on enlève le monopole, c'est une autre question. C'est la question. Voilà. C'est la question notamment posée par Hadda Hazm. Bonsoir Hassan Wali, merci de nous rejoindre pour le Café Presse Politique, et on parle bien sûr de ce fait marquant de la semaine qui nous concerne nous en tant que journalistes, puisque notre consoeur Hadda Hazm a entamé aujourd'hui sa troisième journée de grève de la faim. Vous en pensez quoi? Je suis essoufflé. Non, mais il est bien évidemment regrettable qu'on en arrive à cette situation, qu'un directeur ou une directrice d'un journal est poussé à faire une grève de la faim pour sauver un journal. Ça dit tout, d'abord sur l'état de la presse dans notre pays, sur l'état de la liberté d'expression, mais en général sur l'état politique dans notre pays. Cette grève, elle intervient dans un moment politique particulier, mais surtout dans un contexte où les journalistes algériens, la presse algérienne est complètement désorganisée, subit des assauts de manière répétitive depuis longtemps. Une corporation complètement dispersée, complètement atomisée, divisée. Et je pense, parce qu'on n'a pas fait le débat nécessaire sur la période des années 90, qui était quand même un moment de rupture, de division entre au moins deux blocs politiques, deux blocs médiatiques. De taille inégale. De taille inégale. Et en définitive, la grève de Hadda exprime la régression qui gagne le secteur de la presse, comme c'est le cas pour le secteur économique, le secteur politique,
dans notre pays. Et avant de passer au reste du café presse politique, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que elle va mettre fin à cette grève de la faim lorsqu'elle aura obtenu gain de cause? C'est quoi la continuité? Khaled, je quand même dois exprimer une divergence avec ce que vient de dire Rada. La publicité de l'État institutionnel est un droit. C'est une forme d'aide à la presse. La publicité institutionnelle n'appartient pas à un pouvoir politique, n'appartient pas à un gouvernement, appartient à l'État et donc à la collectivité nationale. Même si c'est un débat sur le garder ou lever le monopole, moi je suis pour la levée du monopole si on veut être dans l'économie de marché, assumer pleinement l'économie de marché, l'économie libérale. Et à ce moment-là, on respecte la loi du marché. C'est un débat. Mais la publicité institutionnelle doit revenir c'est un droit pour tous les médias, sans exception. Médias aux lignes critiques, moins critiques, médias partisans. Je dois relever médias électroniques, bien évidemment. Je dois relever comme un fait, qui est une anomalie. Comment se fait-il qu'on donne de la publicité à l'organe central du FLN? Sawt al-Ahrar, qui est un organe central du parti, bénéficie de la publicité publique de la NEP, et qu'on prive un journal privé de cette publicité. J'ajouterai sur la question qu'on a oublié qu'il y a le 11 décembre prochain, une année, un journaliste qui a été arrêté, Mohamed Tamalt, est décédé des suites d'une grève de la faim qu'il avait menée quelques mois auparavant et de laquelle il ne s'était jamais remis parce qu'il était en détention et qu'il n'a pas bénéficié des soins qu'il aurait dû avoir. Et j'ai malheureusement le sentiment que les autorités algériennes n'ont tiré aucune conclusion de cette péripétie dramatique. Et toutes nos pensées sont évidemment avec notre consoeur Hadda Hazm. Dans le reste de ce café presse politique, évidemment, on parle de ce qui se passe autour de nous, l'information dominante en ce mercredi, et nous en parlons parce que nous allons évidemment faire le lien avec ce qui se passe un peu chez nous. C'est la situation au Zimbabwe avec Robert Mugabe, 92 ans, il y a encore des rumeurs, une incertitude sur le sort du président, s'il est en résidence surveillée ou pas. Une chose est sûre, le coup d'État est certain aujourd'hui au Zimbabwe. Même dans un pays comme le Zimbabwe, donc tout est possible, et un pouvoir aussi long de Robert Mugabe tombe. C'est une leçon pour tous les autres dirigeants africains? Akram? Non, normalement non, parce que l'Union africaine vient de dénoncer le coup d'État. A des dispositions qui sont très strictes concernant cette forme de prise de pouvoir et qui est, à mon avis, tout à fait normale. Non pas la prise de pouvoir, mais la réaction de l'Union africaine. Ça ne devrait pas être un signal. En fait, Robert Mugabe ne devrait pas exister lui-même. Ne devrait pas à 94 ans ou 96 ans être président d'un pays. Après le combat valeureux qu'il a mené contre la colonisation pour l'indépendance, il aurait dû quitter le pouvoir depuis longtemps, c'est ça? Non. Normalement, oui. Normalement, s'il se pensait patriote, il aurait dû faire en sorte d'assurer des institutions démocratiques et patriotiques à son peuple pour qu'il puisse s'exprimer comme était sa volonté première. Et l'Union africaine a condamné donc ce coup d'État au Zimbabwe aujourd'hui, ce qui est normal de la part de l'institution qui fait appliquer ces résolutions. L'Union africaine, c'est beaucoup plus un club de despotes. Donc, il est normal qu'apporte, même si d'un point de vue du principe, un putsch, un coup d'État militaire n'est pas inacceptable, mais ce sont des situations qui conduisent à ce type de réaction. Robert Mugabe, tu viens de le souligner, qui est un héros national, il finit en despote. Voilà, comme beaucoup, Blaise Compaoré au Burkina, qui avait renversé son compagnon de lutte, et qu'il avait fait assassiner. Et dans beaucoup de pays, en Angola, au Congo, et donc ça dit tout de la tragédie africaine. C'est comment des régimes de libération se sont transformés en régimes despotiques qui ont empêché l'émancipation du peuple africain. Et on l'observe
du nord au sud, sans exception, parce que nous sommes africains, parfois on oublie que nous sommes un pays africain, on parle du reste de l'Afrique comme si on appartient à notre continent. Et donc, à l'exception de quelques-uns, je citerai le Ghana, l'Afrique du Sud, le Sénégal, même si Abdoulaye Wade a tenté de reverrouiller le Kenya. Mais sinon, l'écrasante majorité des États africains sont enfermés dans des régimes autoritaires qui bloquent le développement politique, l'émancipation économique et le progrès social. Et moi, si vous voulez mon point de vue, je ne vais pas pleurer Robert Mugabe. Il a lui-même préparé ce coup d'État. Hein. Oui, mais en même temps, on ne va pas saluer un coup d'État. Non, c'est pas ça. Je veux dire que... Au-delà de la position morale. Si vraiment gênant, exactement. Il y a un article 102 au Zimbabwe. Un article 102. C'est ça qu'il faut voir. L'article 102. Au-delà de la position morale qu'on peut avoir, de principe qu'on peut avoir, mais la politique, elle est là, elle est comme ça. Le soulèvement en Tunisie n'était pas une conspiration qui venait du 7e sous-sol du Pentagone. Nous avons réuni toutes les conditions pour aboutir à une insurrection. C'est pareil en Égypte, c'est pareil dans beaucoup de pays, dans le nôtre. Radar Amrouche n'est pas d'accord avec vous. C'est moi qui n'ai pas d'accord avec elle. Est-ce que les révolutions arabes, puisque vous nous ramenez sur ce terrain, est-ce que vraiment les révolutions arabes étaient vraiment des révolutions populaires? Non, mais restons un moment sur Mugabe. Oui. Et restons sur le Zimbabwe, sur Mugabe, qui au bout de 37 ans... de cette légitimité historique, c'est ça. Il parle de cette légitimité historique qui s'est installée au Zimbabwe et qui reste encore à nos jours. Il a délapidé la légitimité historique, Mugabe. C'est ça. On a un État vertueux qui jouxte le Zimbabwe, qui s'appelle le Botswana, dont personne ne parle, qui est probablement, et selon moi, l'État le plus démocratique d'Afrique, et qui est un État qui a gagné son indépendance, qui a construit sa nation autour d'un consensus de plusieurs tribus et plusieurs aussi factions à l'intérieur de l'État. C'est un État qui a réparti équitablement les richesses, qui a garanti que la rente, parce que c'est un État diamantifère, que la rente puisse bénéficier aux générations futures. Que c'est un État diamantifère. Il l'a été récemment. Non mais attends. Désolé. Il est au pouvoir depuis quand, Mugabe? 37 ans. Depuis, vous imaginez 37 ans. Et ça ne pouvait pas conduire à... Et le gars, il était dans la préparation d'une succession. Il voulait transférer le pouvoir à sa femme. Mais c'est ça qu'il a perdu, au fait. C'est le fait de vouloir transférer le pouvoir à sa femme. Non seulement il est resté 37 ans au pouvoir, on sait comment il se comportait. Il était brutal, c'est un dirigeant brutal. Et attends, qu'est-ce qu'il pouvait espérer en retour? On ne pouvait pas imaginer à ce qu'il soit déposé de manière démocratique. Maintenant, bien évidemment, on peut avoir une attitude morale et de principe que les coups d'État, ce n'est pas la solution. Yassine? Oui, la question c'est, est-ce que toutes les interventions militaires sont mauvaises? Vous êtes favorable au coup d'État? Est-ce que toutes les interventions militaires... Non. Est-ce que toutes les interventions militaires sont défavorables sur le plan moral? Bon, dans le cas de, parce que là on est en train de parler du Zimbabwe en pensant à l'Algérie, voilà. Et donc si on dit effectivement l'armée du Zimbabwe a finalement bien fait d'arrêter cette mascarade, parce que attendez, le Zimbabwe a pris un retard énorme en termes de développement, un énorme retard. Il est passé par des phases d'hyperinflation, des phases de désinvestissement. Il y a beaucoup de migrants qui partent du Zimbabwe vers le reste du monde et vers les pays riverains. Donc voilà, on peut être que nuancé quand on observe des choses comme ça, une intervention militaire, notamment si elle rétablit rapidement un processus électoral. En fait, voilà, si elle le rétablit, en fait, il est difficile d'épiloguer tout de suite. Si ça remet sur rail un processus constitutionnel et donc ça rétablit un processus de juste et démocratique, après on tirera les conclusions. Mais à ce stade des événements, moi je suis content de voir que cette expérience se termine, et je serai très content que cette expérience se termine aussi en Algérie, parce qu'en Algérie, ça commence
a très bien fait. On a le pétrole et le gaz qui nous ont sauvés jusqu'à maintenant. C'est en train de se terminer. Ça ne veut pas dire que c'est l'armée qui doit intervenir, mais il y a d'autres mécanismes qui doivent faire aujourd'hui. Il y a un conseil des ministres qui ne s'est pas tenu. Il y a le président français qui doit venir le 6 décembre. Personne ne sait si Bouteflika sera en état de le recevoir ou pas. Ça doit suffire à un moment donné. Le parallèle entre l'Algérie et le Zimbabwe, est-ce qu'il est envisageable? Est-ce qu'il est faisable? Le parallèle, bien sûr. Je pense que on n'est pas dans la même situation historique, dans la même situation politique. Cela étant dit, qu'il faudra d'urgence écourter la souffrance de l'Algérie. Comment? C'est toute la question. Cette légitimité historique donc qui prend fin au Zimbabwe, mais aussi chez les. Écoute, on en parle comme si c'était déjà fini. C'est pas fini. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Il y a encore une incertitude sur ce qui se passe aujourd'hui. Parce que d'abord ce matin, les militaires avaient annoncé qu'ils voulaient nettoyer l'entourage du président qui était criminel. Après, la dernière dépêche qui est tombée, celle de 17h, elle disait que l'armée détenait Mugabe. Et en même temps, et sa femme, voilà. Et en même temps, eux, ils disent qu'il est entre de bonnes mains, qu'il est en sécurité. Et il y a le président sud-africain qui lui a parlé au téléphone et qui dit qu'il va bien, qu'il m'a dit qu'il allait bien, qu'il n'avait aucun problème avec les gens qui l'entouraient. Et donc, on ne sait pas sur quoi ça va déboucher. Il y avait une certaine gêne des militaires ce matin en disant que ils voulaient prendre le contrôle. C'est ça toute la problématique de l'état de la question de Mugabe, parce que il reste un héros national. C'est ça le problème. Au départ, il faut le rappeler, oui. Par un conflit, une mésentente entre le ZANU-PF et le chef de l'armée qui avait fait des déclarations. Vous savez, c'est Obama pendant son voyage. C'est au Ghana où il avait prononcé ce fameux discours sur une candidature, sur le fait de triturer les constitutions, de permettre à des chefs d'État de s'accrocher au pouvoir pendant des générations et des générations, pendant des décennies. Il leur disait regardez-moi, je suis jeune et je vais quitter le pouvoir dans pas longtemps. Et ça veut dire ça. Il dit non pas que je suis un incompétent. Je suis encore jeune, je peux donner encore pour mon pays, mais il leur dit s'éterniser au pouvoir, c'est empêcher l'émergence de l'intelligence nationale, c'est empêcher la circulation des élites, c'est boucher l'horizon politique d'un pays. On ne peut pas. Mugabe, pour moi, c'est pas un héros. Ce n'est pas un héros, c'est un despote. Ce n'est plus un héros. Ce n'est plus un héros. Et il a dilapidé ce capital historique. Il est devenu un despote. Il finit despote. Et d'ailleurs, Obama avait dit que s'il était candidat, plus un héros à la fin de ses jours, comme Moubarak, quand il a été déposé, n'était plus le héros de la guerre de 56. Voilà. Je voudrais juste dire, il y a en politique, il y a le souhaitable, mais il y a le possible, il y a la réalité. La politique, c'est des rapports de force. Il prend le pouvoir, il se maintient par la force, et dans certaines situations, il ne peut être déposé que par la force. Et quand vous citez, d'ailleurs, vous me tendez une perche quand vous citez l'exemple de l'Égypte ou l'exemple de la Tunisie et du Zimbabwe aujourd'hui, et pour suivre ce que vous dites, est-ce qu'il faut à un certain moment du courage à une certaine classe politique pour déposer le président? Est-ce qu'il faut franchir cette barre du coup d'État? Ça dépend des situations. Il y a des pays où les présidents actuels sont en fin de mandat. Il y a des pays où les présidents sont en mandat infini. Il y a des pays qui ont garanti un renouvellement des institutions. Donc tout dépend du pays. C'est au cas par cas. Non, juste, je rappelle les choses. Le coup d'État n'est pas une solution. Le coup d'État, c'est un problème. Nous vivons en Algérie dans une situation de coup d'État permanent. Depuis au moins le putsch contre le GPRA, depuis l'assassinat d'Aban Ramdan. Vous remontez très loin. Ouais. Voilà, on est dans une situation de coup d'État permanent. Ce n'est pas une solution, c'est le problème. Cependant, des situations politiques peuvent conduire à ce type d'intervention. Il ne suffit pas de dire, encore une fois, on est pour ou on est contre un coup d'État. Il y a des situations politiques qui conduisent inévitablement vers des situations de putsch, de renversement, et qui débouchent aussi sur la violence, sur une instabilité, et dans certains cas, sur la partition des pays carrément. Donc Hassan, pas besoin de coup d'État en Algérie? Non. Puisqu'il est permanent?
Non. Dans la situation où nous sommes, on a une classe politique qui peut s'exprimer, il y a une partie de la presse qui peut relayer ce que dit cette classe politique. Lorsque Zohra Drif, qui est une amie de Abdelaziz Bouteflika, avec un collectif de personnalités, demande à rencontrer Bouteflika pour savoir s'il est en état et s'il peut diriger le pays, je pense que c'est une initiative qui fait partie de l'activité pacifique, constructive, pour essayer de savoir, dire aux Algériens si ce pays peut être gouverné correctement dans la situation d'aujourd'hui. Il y a plein d'initiatives quand les politiques disent c'est pas possible de continuer comme ça, que nous refusons de jouer le jeu des élections parce que on nous ramène quelqu'un qui n'est pas en mesure d'être président comme candidat. Je pense qu'on est dans la bonne démarche. Après, il faut que les citoyens prennent le relais. Les citoyens n'ont pas encore pris le relais. Bon, c'est parce que la situation ne s'est peut-être pas suffisamment dégradée, mais à ce stade-là, je pense qu'on n'a pas besoin d'intervention de l'armée et je souhaite qu'on n'en arrive pas à ce besoin-là. Il y a suffisamment de ressources dissidentes en Algérie, dissidentes dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de la mobilisation, de la puissance de la mobilisation, pour qu'on en finisse avec ce problème-là entre Algériens pacifiquement. Pour faire respecter l'ordre constitutionnel. Pour faire respecter l'ordre constitutionnel, on est complètement d'accord. Et l'ordre constitutionnel, c'est d'empêcher Abdelaziz Bouteflika d'être encore candidat parce que, du point de vue de la Constitution, il ne peut pas être candidat. Est-ce qu'on peut envisager un autre moyen de renverser, je parle de manière générale, une dictature en respectant l'ordre constitutionnel ? Quand vous parlez d'ordre constitutionnel, c'est logiquement acceptable dans un pays démocratique. Est-ce qu'on peut dire qu'en Algérie, il y a un ordre constitutionnel qu'on doit respecter ? Mais vous savez, c'est simple. À situation non démocratique, des réponses non démocratiques. Situation démocratique, il y a des réponses démocratiques. La solution, elle est dans la démocratie. La solution, elle est dans le respect de la souveraineté populaire. La solution, elle est dans le respect du suffrage universel. La solution réside dans la possibilité d'expression politique et sociale dans un pays, dans une société, dans un État. Et quand cela n'est pas permis, ça ouvre la voie à des dérives. Et on ne peut pas imaginer dans un pays comme le Zimbabwe, puisqu'on en parle, est-ce que rester dans la légalité au Zimbabwe, c'est admettre la dictature, c'est accepter la dictature. Or, elle n'est plus possible dans ce pays. Et on ne sait pas comment ça va se terminer, qui va prendre le pouvoir. Peut-être c'est un général qui va reprendre les choses en main. Peut-être il va être pire que Mugabe. On ne sait pas sur quoi ça va déboucher. Mais de toute manière, il y a des situations politiques qui conduisent au chaos. Ce n'est pas parce que les gens veulent du chaos. Jamais il n'y a aucun pays, aucune société qui aspire vers le chaos. Les gens aspirent vers un changement qui offre des possibilités d'existence normale d'une société. Une dernière question, vous avez parlé, Hassan, de ces forces de dissidence. Est-ce que ce qui s'est passé au Zimbabwe hier soir et aujourd'hui peut inciter certains partis à accélérer la cadence ? Je parle bien sûr de ces partis qui demandent toujours à l'armée d'intervenir. Est-ce que le cas zimbabwéen va aussi leur donner un peu beaucoup plus d'occasion pour en parler, pour insister aujourd'hui ? Tu es subversif aujourd'hui. Non, on peut pas, non, pas du tout. On peut pas. C'est une vraie question. C'est un débat qui avance à certains moments, qui recule à d'autres moments. Voilà, quand il se passe quelque chose comme ça sur le continent africain, on ne peut pas ne pas être interpellé. Donc j'imagine qu'il y aura des mouvements qui vont reposer la question de l'intervention de ceux qui peuvent faire annuler ce processus qui n'en finit pas. On peut rappeler, on le dit aujourd'hui, il y avait un conseil des ministres, on nous a bloqué Alger ce matin, les ministres se sont dirigés vers le palais de Mouradia et finalement, à la dernière minute, le conseil des ministres a été annulé. Je ne me trompe pas, Rada, c'est bien ce qui est tombé sur les scripteurs. Oui, il a été annulé, mais moi, c'est-à-dire l'ordre du jour n'était pas du tout important parce qu'ils ont publié l'ordre du jour. Je ne vois pas pourquoi on fait un conseil de ministres pour un ordre du jour de ce... Qui était lequel ? Voilà, qui était la répression des fraudes, les pratiques commerciales et l'apprentissage. En même temps, je ne comprends Trois pas thématiques que je ne... Moi, je ne comprends pas comment tenir un conseil des ministres au moment où la loi de finances 2018 est débattue à l'Assemblée nationale. C'est quand même curieux, cette histoire. Merci à vous tous pour vos réponses. On se retrouve dans un tout petit moment au CPP. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre,
il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bienvenue à la deuxième partie du Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M avec Hassan Wali, et bien Wali, pas quelqu'un d'autre, Rada Hamrouche, Hassan Qadi et Akram Kharif. Merci d'être avec nous. On va parler de politique. Je vous rassure, on parlera pas d'élections locales, non, on parlera de... Pas encore. Oui, pas encore, on parlera de politique et de certains ministres qui d'ailleurs aujourd'hui n'ont pas donc assisté à ce conseil des ministres qui a été annulé. On va parler de certains ministres qui seraient dans le gouvernement beaucoup plus puissants que d'autres. On sait qu'il y a des ministres considérés peut-être comme des électrons libres. On peut citer notamment le nom de la ministre de la Poste ou encore le nom du ministre de la Jeunesse et des Sports, comme l'a été par le passé Abdeslam Bouchouareb, qui était ministre de l'Industrie et des Mines et dont le départ a en quelque sorte favorisé notamment la signature de l'accord entre l'Algérie, le gouvernement algérien et le groupe français PSA. Est-ce que vous considérez, vous, oui ou non, qu'il y a dans ce gouvernement des ministres plus puissants que d'autres et des ministres qui sont considérés comme des électrons libres? Assurément, oui, vous le pensez, vous, Hassan? Moi, je le pense. Oui, non seulement je le pense, mais je pense qu'il y a qu'à voir qu'il y a des ministres qui ont duré dans le temps. Et d'autres qui ont été changés, remplacés et tout. Est-ce qu'un ministre qui dure est forcément un ministre électron libre? Moi, spécialement, non, moi, je réponds à deux. La question que tu as posée, c'est est-ce qu'il y a des ministres puissants? Oui. Je te réponds, il y a des ministres qui ont duré, qui ont duré, qui ont traversé l'épisode Tebboune, qui ont traversé l'épisode Sellal. L'épisode Tebboune, il était un peu... C'était très très correct. Tout le monde lui a survécu. Tout le monde a traversé l'épisode Tebboune. Presque tout le monde. Non. Presque tout le monde. Bedda a sauté dans le même jour. Oui. Ouais. Non, Mais on a eu santé, le ministre du tourisme aussi. Qui n'a pas eu le temps de sauter. Qui n'a pas eu le temps de sauter. Et donc, on a des ministres qui ont duré. On a des ministres qui sont en train de non seulement d'occuper la scène médiatique et la scène tout court, par des actions un petit peu bizarres. Donc, on voit par exemple la terreur qui a été instaurée par la ministre Iman Houda Faraoun dans le secteur des TIC. Vous parlez de terreur? Oui, parce que malheureusement, oui, il y a eu tellement de cadres supérieurs au niveau des entreprises relevant de ce secteur qui ont été démis de leurs fonctions, qu'aujourd'hui, on sent un malaise. Déjà, on est en train de voir que le ministère, que ces entreprises-là ont été complètement vidées de leur substance. Les cadres qui étaient là depuis le départ sont en train de partir ou ont été démis parce qu'ils travaillaient avec une personne ou une autre qui ne plaisait pas à la ministre. Et on voit aussi qu'il y a une stagnation, qu'il y a une véritable peur de prendre une décision. La meilleure preuve, c'est est-ce que vous avez entendu le PDG d'Algérie Télécom s'exprimer ces jours-ci? Aujourd'hui, c'est la ministre qui parle au nom du PDG d'Algérie Télécom pour parler d'une entreprise, ce qui est totalement aberrant. On a le cas du ministre de la Jeunesse et des Sports aussi. On le voit avec l'épisode dramatique, parce que il faut le dire, du championnat du monde d'escrime. Déjà que l'Algérie peine à organiser des événements de ce type. On a un championnat du monde d'escrime qui est jeté à la rue. Qui est jeté à la rue aussi, à 48 heures avant. Et aussi l'affaire du comité olympique. Exactement. On avait fait une affaire personnelle. Exactement. Donc on a en fait, on a une sorte de faisceau qui converge vers une seule personne. Équipe nationale qui échoue, problème avec le comité olympique. Et cette manière aussi de s'immiscer dans les affaires de la fédération. On peut tout dire sur la fédération, donc, mais c'est une fédération autonome. Donc ça donne l'impression d'un ministre qui prend qui prend un petit peu des dispositions qui ne devraient pas être prises dans ce cadre bien précis. SN? Non, la question, c'est vrai qu'il y a des ministres qui sont devenus très envahissants, qui sont devenus des autocrates dans leur département, dans leur secteur. Akram en a cité deux exemples.
La règle, c'est en général de considérer qu'ils sont en train de dérouler une feuille de route qui vient du gouvernement, qui vient soit du Premier ministre, soit de Saïd Bouteflika, parce que la présidence, c'est Saïd Bouteflika qui, pour les grands dossiers, fait les arbitrages. Et puis, on peut se rendre compte, à un moment donné, que, en fait, non. Ils sont en train de dérouler leur propre feuille de route, leur propre agenda. L'exemple le plus connu, c'est celui de Abdeslam Bouchouareb. Tu l'as évoqué en présentation de ce sujet. Saïd Bouteflika aurait dit, c'est un grand concessionnaire d'automobile qui me l'a dit, qui a essayé de comprendre qu'est-ce qui lui était arrivé. Il a dit, on pensait pas qu'il allait faire tout ça. Abdeslam Bouchouareb nous a doublé et tombera à la prochaine occasion. C'est ce qui est arrivé. Donc, tactiquement, celui qui a créé ce dispositif, de mon point de vue, dans les années Bouteflika, c'est en fait Chakib Khalil. Chakib Khalil a fait des choses à la tête du secteur de l'énergie en laissant penser à tout le monde qu'il était en train d'appliquer une feuille de route présidentielle. Et dans le business qu'il a lancé, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas encore s'il a redistribué ou pas. C'est une grande question, c'est un grand point d'interrogation. Il faut être honnête, on n'a pas encore retrouvé de traces de reversement des pots de vin. On sait que ça a été dans l'entourage de Chakib Khalil et de sa famille. On ne sait pas si c'est revenu vers les Bouteflika. On ne sait pas, on ne peut pas le dire. C'est clair. Peut-être que ça c'est pas arrivé, mais lui a roulé avec l'idée autour de lui que c'était peut-être pour un troisième mandat, un quatrième mandat, etc., etc. C'est un peu ce qui est en train de se mettre en place, et c'est extrêmement préoccupant parce que c'est un symptôme de déliquescence avancée du système politique algérien en fin de quatrième mandat. Hassan Wali. Pour revenir à l'idée d'existence de super ministre ou de pacha au sein du gouvernement, d'abord, c'est pas une spécificité du gouvernement de Yahya ou de Slel, encore moins des autres gouvernements dans beaucoup de pays. Il y a des ministres qui sont connectés directement au président, y compris dans les démocraties avancées. Il est vrai que dans le cas algérien, quand il y a un président, mais dans le cas algérien, on ne sait pas à qui ils sont connectés. Dans le cas algérien, depuis tout le temps, il y a eu des ministres, des super ministres, disons ça comme ça, et que le chef du gouvernement ne tenait jamais ses troupes. C'était avec Slel, il y a des ministres qui refusaient d'y aller au conseil du gouvernement, carrément. Ils disent mais on n'a rien à foutre là-bas. Et Slel, il y a des ministres qui lui adressaient pas la parole. Yahya, malgré l'autorité qu'on lui attribue, il ne contrôle pas non plus tout son gouvernement, parce que d'abord c'est pas son équipe, c'est pas lui qui a, il arrive au cours de route prendre une équipe qui a été nommée bien avant, et pour revenir au cas de moi, je n'ai pas une idée précise sur la ministre en question, mais par contre, je ne comprends pas encore l'existence d'un ministre de Postes et Télécommunications. Il doit disparaître ce ministère, comme le ministère des Moudjahidines qui n'a aucune raison d'être, comme le ministère de la Communication et comme le ministère des Affaires religieuses. Tous ces ministères doivent disparaître, tout simplement. Au ministère des Postes et Télécommunications, il y a ce qu'on appelle l'autorité de régulation. C'est elle qui gère le secteur. Dans la presse, il doit y avoir des autorités de régulation de la presse écrite, de la presse audiovisuelle, et le ministère doit disparaître. Il a disparu à un moment donné au temps je pense, du gouvernement de Mouloud Hamrouch. C'est des ministres qui consomment de l'argent pour rien, ils doivent disparaître. Et la question c'est est-ce que ce sont des électrons libres? Parce que si ce sont des électrons libres, il faut un accélérateur de particules pour les faire disparaître. C'est très cher. Mais en tout cas, ce qui est certain, entre Yahya, Premier ministre, et Nordin Bedoui, ministre de l'Intérieur, le Coran ne passe pas. Le Coran ne passe plus depuis les élections. Voilà, et ça pose problème. En tout cas, quand il y a un problème de cohérence gouvernementale, chaque ministre essaie de tirer la couverture vers lui, et ça pose un problème de gestion des affaires Mais on sait très bien qu'en Algérie, c'est pas le Premier ministre en fait qui dirige le gouvernement, et qu'il y a toujours eu des ministres plus puissants que d'autres, et comme vous l'avez dit, des ministres qui parfois traitent directement avec le président de la République. Mais la question, c'est clair qu'ils se bagarrent les territoires. Mais la question de Hersen est bonne. Ça arrive parfois. Quand le président n'est pas disponible, comme c'est le cas actuellement, donc c'est qui le patron? C'est le Premier ministre? C'est le frère du président? C'est qui? Formellement, c'est le Premier ministre et le président de la République. C'est le moment d'inertie de l'administration. Ouais. Formellement, c'est le chef de l'État, parce que c'est lui qui désigne. Oui, et le Premier ministre. Le Premier ministre est le coordinateur de ce gouvernement. Mm-hmm. Mais il y a au moins deux responsabilités formelles. C'est le Premier ministre et le chef de l'État. Et il se trouve que dans le cas algérien, il y a tellement d'opacité, on ne sait pas qui est. En fait, le gouvernement, c'est une espèce d'SPA qui est mal géré. Hein.
Rada Hamrouche. Alors, on a dit tellement de choses. Vous êtes d'accord sur quoi exactement? Est-ce que vous pensez aujourd'hui, par exemple, que une ministre comme Houda Manfaraoun ou comme le ministre de la Jeunesse et des Sports sont vraiment des ministres super puissants qui ne rendent de compte à personne et qu'ils décident à leur guise aujourd'hui? Bon, super puissant, c'est clair. Qui ne rendent compte à personne, ça, c'est pas aussi clair que cela. Parce que moi, j'ai toujours cette intime conviction qu'il y a des parrainages par des puissances, que ce soit économiques ou militaires ou autres. Mais un ministre ne peut pas être super puissant par lui-même. C'est par le clan qu'il représente. On peut illustrer la question donc par quelque chose qui nous concerne quand même beaucoup, nous, médias digital, c'est la censure de TSA. Le blocage se poursuit toujours. Depuis le 5 octobre, TSA n'est pas accessible par Algérie Télécom et par Mobilis. Bon, au bout d'un mois, une semaine, on a posé la question, on a eu des remontées, on a recoupé, etc. Et puis, il s'est avéré clairement que c'était la ministre qui avait appelé le DG d'Algérie Télécom pour couper, donc au soir du 5 octobre, l'accès à TSA. La question qui se pose, c'est est-ce qu'elle a pris cette initiative toute seule ou est-ce qu'il y a eu une instruction? Alors, on n'a pas de réponse à cette question-là. En fait, on n'en a pas de réponse, mais on ne peut pas s'empêcher de penser qu'elle a peut-être pris cette décision toute seule. On ne peut pas l'écarter. Parce que le Premier ministre, il a été aussi approché, c'est comme ça qu'on s'est fait une conviction définitive, et il a dit, c'est pas moi, et je suis pas au courant, et il se posait des questions. Autour du Premier ministre dans le gouvernement, les gens se regardent en chien de faïence, chacun pensant qu'il y a une instruction qui est venue d'ailleurs. On peut supposer que c'est Saïd Bouteflika. On peut d'autant plus le supposer, s'il y a une instruction, que Saïd Bouteflika, il semblerait qu'il soit directement derrière l'interdiction de la pub publique à Al-Fajr. Il semblerait qu'il soit directement derrière. Donc, la grève de la faim de Hadda Hazm, elle s'adresse pas à n'importe qui, elle peut s'adresser aussi directement à celui qui a décidé de faire stopper la publicité publique vers ce journal. Mais on peut aussi ne pas écarter le fait qu'il y a des actions qui sont des actions en solo. Dans le cas d'Ould Ali a lancé, il a peut-être au départ enlevé Rawrawa avec l'assentiment de Saïd Bouteflika, mais ensuite il a engagé une bataille sur tout le secteur pour enlever tous les présidents de fédération qui n'étaient pas Fulkhat. Et à partir de là, on sait que c'était plus son agenda à lui que l'agenda de qui que ce soit. Alors la transition est toute faite, et elle n'est pas du tout préparée d'ailleurs, avec le ministre de la Jeunesse et des Sports qui aurait aussi été l'initiateur du choix de Rabah Madjer comme sélectionneur de l'équipe nationale, une décision qui a été critiquée parce qu'il n'a pas entraîné depuis une quinzaine d'années. Est-ce que vous avez assisté hier à l'altercation verbale entre Rabah Madjer et le journaliste Mahmoud Jabbour? Est-ce que vous avez vu cette altercation et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut porter préjudice à la réputation du sélectionneur et de l'équipe nationale de football, puisque tout le monde en a parlé hier? Beaucoup moins que les 200 spectateurs au stade du 5 juillet. Ouais, non, un peu plus. Alors non, mais c'est vrai qu'il faut commenter quand même ce moment quand même qui est vraiment malheureux, qui donne pas une bonne image de ce que devait être le sport, le football. C'est le fair play, c'est l'intelligence, le génie, même si parfois de sang-froid surtout, même parfois effectivement l'intelligence ne dépasse pas les pieds. C'est difficile d'atteindre le cerveau, et moi j'ai observé ça. C'est vrai que Rabah Madjer est soumis à une pression depuis sa nomination. Il y a des attaques répétées, et je pense que c'est ça qui est un peu il n'a pas pu se contrôler. Et visiblement il est en bisbille avec le journaliste attitré de la chaîne 3, du service sport de la chaîne 3, Mahmoud Jabbour. Mais en plus l'entraîneur de l'équipe adverse était choqué d'assister à cette scène. Il était présent aussi, bien sûr vrai, qu'il était il était choqué. Ça veut dire il était déjà choqué par la défaite. Ça veut dire Mahrez qui était habitué plutôt à des conférences de presse plutôt normales avec le flegme anglais, ouais. Voilà, avec dans le championnat anglais, il devait se dire mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais dans ce monde Une partie de l'attention vient du fait que Madjer n'est pas légitime à ce poste parce que c'est pas le choix de la fédération. Je parle pas de son passé, de grand joueur. Il peut même aspirer au niveau technique à être sélectionneur. C'est pas ça le débat. C'est que c'était pas le choix de la fédération.
Rabih Madjer n'était pas le choix de la fédération, il a été imposé. Là, le choix de la fédération, c'était tout le monde le sait en l'occurrence. C'était Jamal Belmadi qui a fait ses preuves à la tête de plusieurs sélections, de plusieurs clubs et de la sélection de Qatar, et qui a le même pédigré que les joueurs qui font l'ossature de l'équipe nationale, c'est-à-dire binational, formé en France, etc., qui sait parler à cette ossature-là. Et à la dernière minute, avant que le communiqué de la fédération du bureau de fédéral ait été fait, M. Ould-Ali a appelé, il a dit c'est flan. Alors maintenant, encore une fois, comme dans le cas de TSA, est-ce que M. Ould-Ali a intervenu en son nom ou est-ce qu'il a intervenu pour le compte d'eux? C'était la question qu'on se posait. Je pense qu'on attribue quand même d'énormes pouvoirs à Hedi Ould-Ali. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il peut tirer ce pouvoir d'agir tout seul, de décider qui va être l'entraîneur de l'équipe nationale, président de telle ou telle fédération. Il a menacé tous les présidents de fédération de leur couper les subventions s'ils ne faisaient pas le choix qu'il lui-même demandait. Il faut être près de l'actualité du secteur. Il a utilisé le chantage de la publicité qu'utilisent d'autres sphères dans le pouvoir et de la subvention publique. Il y a des fédérations qui ne vivent que de ça. Ce que je sais par contre, c'est que Rabih Madjer qui était actif pendant la campagne pour le 3e mandat et le 4e mandat, on lui avait promis un poste, peut-être président de la fédération, entraîneur national, voilà. Ce n'était pas de la volonté exclusive et unique de Hedi Ould-Ali. Rada, un sélectionneur ne devrait pas parler comme ça? Absolument pas. Dans une conférence de presse, il se doit de respecter celui qui l'interpelle. Qu'il soit journaliste ou pas. D'ailleurs, il ne s'adressait même pas à lui, il s'adressait à un joueur. Exactement. Et personne ne devrait dire à un journaliste, taisez-vous. Voilà. Dans l'absolu. Non, mais c'est condamnable. Moi, j'aurais aimé voir tous les journalistes qui étaient à la salle se lever, qui étaient à la salle, le laisser tout seul. Merci à vous tous d'être venus à ce café. Pour le coup, c'était une mauvaise talonnade. Politique. Ah, pas mal. La fin est pas mal. Merci à vous d'être venus. Hassan Ouali, Rada Hamroul, c'était votre 2e CPP. Oui. Jamais 203. Merci Hassan Radi, merci Akram Khalif, merci à vous tous. On se retrouve mercredi prochain, 18h en direct sur Radio M. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.